Que feriez-vous si la personne que l'on vous avait envoyée pour détruire se révélait être la seule à vous avoir réellement vu, et que cette histoire montrait que l'attente du véritable amour, aussi douloureux que soit le chemin, peut être récompensée d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? La déposition devait durer 40 minutes. Margaret Hale en avait déjà mené des centaines, et elle avait appris très tôt dans sa carrière chez Caldwell & Price que 40 minutes représentaient la limite ultime de la patience de quiconque avant que les masques ne commencent à tomber. Elle entra dans la salle de conférence du 32e étage du Daley Center ce matin de janvier 1993 avec 2 blocs-notes jaunes, un magnétophone et la certitude absolue que Daniel Voss était un imposteur. Il était déjà assis lorsqu'elle arriva. Elle s'attendait à de l'arrogance, ce genre particulier qui accompagne les hommes ayant bâti des entreprises à partir de rien et convaincus que les règles avaient été écrites pour les autres. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était à la façon dont il leva les yeux de la fenêtre, avec la ligne d'horizon grise de Chicago derrière lui, et dit simplement « Je sais pourquoi vous êtes ici, et je comprends ». Elle s'assit sans répondre. Elle appuya sur le bouton d'enregistrement. Daniel Voss avait 38 ans et avait fondé Meridian Construction 6 ans plus tôt grâce à un prêt de sa mère et à une réputation de terminer des projets que d'autres entrepreneurs refusaient. Son entreprise avait construit 3 ensembles de logements abordables dans le South Side, et la ville de Chicago l'accusait désormais de détourner des fonds fédéraux, de falsifier des rapports d'achèvement et d'avoir soudoyé un inspecteur de zonage nommé Ferry. Le cabinet de Margaret avait été engagé par la ville. Elle disposait de 400 pages de documentation et d'une chronologie qui semblait irréprochable. Mais 40 minutes devinrent 3 heures. Il répondit à chaque question sans détour, sans cette esquive travaillée qu'elle avait appris à détecter dans les pauses entre les syllabes. Lorsqu'elle insistait, il répondait, non pas avec hostilité mais avec précision, désignant des documents qu'elle avait vus sans vraiment les lire, des dates qu'elle avait acceptées sans vérification. À un moment donné, il fit glisser un dossier à travers la table et dit « Je pense que vous voudrez regarder la page 11 ». Elle regarda. Son visage resta impassible. Ce soir-là, elle rentra chez elle sous la neige fondue et resta longtemps assise dans sa voiture garée devant son immeuble de Dearborn avant d'entrer. Margaret avait construit toute son identité professionnelle autour du fait d'être celle qui terminait les choses. Elle avait grandi comme fille d'une bibliothécaire de lycée à Evanston qui découpait des coupons de réduction et repassait ses chemisiers de travail la veille au soir, et avant même ses 12 ans elle avait compris que la distance entre sa vie et une autre sorte de vie était entièrement faite d'efforts constants. Elle avait terminé première de sa promotion à Northwestern Law. Elle n'avait jamais perdu une affaire en laquelle elle croyait réellement. Le problème commençait à se former au fond de son esprit comme une fissure dans le béton gelé, lente et grandissante, elle n'était plus certaine de croire en cette affaire. Les dépositions continuèrent 2 fois par semaine tout au long du mois de février. Elle se disait qu'elle était simplement minutieuse. Elle se disait que les séances supplémentaires étaient justifiées sur le plan procédural. Son associé superviseur, un homme compact et efficace nommé Aldridge, lui demanda une fois pourquoi l'affaire prenait autant de temps, et elle répondit que le défendeur était exceptionnellement organisé, ce qui était vrai, sans rien ajouter d'autre. Daniel apporta du café lors de la 3e semaine. Il posa une tasse près de son magnétophone sans commentaire, et elle ne le remercia pas et ne but rien avant qu'il détourne le regard. Puis elle en avala la moitié d'une seule traite parce qu'elle était réveillée depuis 5 heures du matin. Elle apprit des choses sur lui de la même manière qu'elle apprenait tout, d'abord par la documentation, puis par déduction. Il avait grandi à Pilsen. Son père était mort sur un chantier lorsque Daniel avait 9 ans, un effondrement d'échafaudage, un entrepreneur ayant économisé sur le matériel de sécurité. Il n'en avait jamais parlé en interview. Elle trouva cela dans un ancien portrait publié dans un journal de quartier en 1988, 2 paragraphes enfouis près de la fin. Elle le lut 3 fois avant de le classer dans un dossier intitulé Contexte uniquement sans en parler à Aldridge. Au cours de la 4e semaine, elle lui demanda pendant une pause pourquoi il avait choisi la construction. Il la regarda un instant, comme s'il prenait une décision. Puis il répondit, « Parce que je voulais construire des choses qui tiennent. » Elle n'écrivit rien. C'était à la fin du mois de mars lorsqu'elle trouva les relevés de paiement de Ferry, ce que sa propre équipe avait signalé comme preuve de corruption.
Elle les avait déjà examinés auparavant et avait accepté leur interprétation sans creuser davantage parce que la chronologie concordait et parce qu'Aldridge avait affirmé que tout était clair. Mais elle ressortit les originaux un mardi soir, seule au bureau, et reprit transaction après transaction à rebours, jusqu'à découvrir quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver, une seconde série de documents municipaux, enregistrés 6 semaines avant les paiements en question, montrant que Ferry avait déjà approuvé la dérogation de zonage avant qu'aucun argent ne change de main. Le paiement n'avait pas acheté l'approbation. L'approbation avait déjà été accordée. Le paiement était autre chose, et elle resta à son bureau jusqu'à minuit à tout relire depuis le début, et lorsqu'elle éteignit sa lampe elle comprit que l'affaire construite par la ville n'était pas une affaire. C'était une histoire racontée à l'envers à partir d'une conclusion que quelqu'un avait déjà choisie. Elle ne dormit pas. La quasi-séparation ne venait pas d'un malentendu entre eux mais de la structure du monde dans lequel ils évoluaient tous les deux. Margaret alla voir Aldridge le lendemain matin et exposa ce qu'elle avait découvert. Elle fut prudente et précise, et observa le visage de l'homme se fermer de cette manière particulière qu'ont les visages lorsqu'un problème devient gênant. Il lui dit que cette interprétation était défendable. Il lui dit que la ville avait besoin que cette affaire avance pour des raisons dépassant les détails de la documentation. Il lui dit qu'elle était jeune et que son jugement, bien qu'admirable, n'était peut-être pas suffisamment ajusté aux réalités politiques des litiges municipaux. À cet instant, elle comprit qu'on lui demandait d'être un autre type d'avocate que celui qu'elle pensait être. Elle appela Daniel ce soir-là depuis une cabine téléphonique à 2 rues de son bureau, debout dans le froid avec son manteau ouvert parce qu'elle avait quitté l'immeuble sans même prendre le temps de le boutonner. Elle lui dit qu'elle avait besoin de lui parler en dehors de toute procédure officielle. Il répondit « Je sais. Dites-moi où ». Ils se retrouvèrent dans un dîner sur Michigan Avenue presque vide ce mercredi soir-là. Elle posa les documents sur la table et expliqua ce qu'elle avait découvert, lentement et sans dramatisation, parce que les faits étaient déjà suffisamment dramatiques par eux-mêmes. Il écouta sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut terminé, il regarda les papiers un long moment avant de relever les yeux vers elle et de dire « Vous êtes en train de me dire que vous allez faire exploser votre propre affaire ». Elle répondit « Je vous dis que cette affaire ne devrait pas exister ». Il dit « Cela va vous coûter votre poste au cabinet ». Elle répondit « Je sais ». Il resta silencieux un instant. Puis il dit « Margaret. Pourquoi ?» Et elle répondit « Parce que vous avez construit des choses qui tiennent, et que quelqu'un a essayé de les détruire, et je ne serai pas l'instrument de cela. » Ce qu'elle ne dit pas, parce qu'elle n'avait pas encore les mots pour l'exprimer, c'est qu'au cours de ses longues dépositions de part et d'autre d'une table de conférence, en le regardant refuser de se rapetisser sous la pression, elle avait compris quelque chose sur le type de personne qu'elle voulait être, et que c'était exactement le type de personne qu'il était déjà. Elle déposa la divulgation complémentaire auprès du tribunal le lundi matin suivant. Aldridge accepta sa démission avant midi. Elle vida son bureau en 40 minutes, ce qu'elle nota avec un humour sombre et personnel, puis quitta l'immeuble de Caldwell & Price par un froid après-midi d'avril, portant une boîte d'archives et ses 2 bloc-notes jaunes. L'affaire contre Daniel Voss fut abandonnée 6 semaines plus tard lorsque la ville refusa de poursuivre face aux documents corrigés. Une enquête interne sur la manière dont la documentation initiale avait été assemblée fut discrètement ouverte puis, moins discrètement, elle mena à la démission d'un commissaire adjoint dont la relation avec Ferry s'avéra bien plus complexe que ce que quiconque avait admis. Margaret passa ces 6 semaines à effectuer du travail contractuel pour un petit cabinet de Wicker Park spécialisé dans les litiges locatifs et les conflits du travail. Elle n'était pas malheureuse. Pour la première fois depuis des années, elle ne jouait plus le rôle de la personne qu'elle était censée être. Daniel l'appela un samedi de mai. Il lui demanda si elle accepterait de prendre un café avec lui, et elle répondit oui sans même prétendre réfléchir. Ils s'assirent dehors à une table sur le trottoir parce que le temps s'était enfin adouci et que la ville faisait ce qu'elle faisait lors de la première véritable chaleur du printemps, elle s'ouvrait, les gens se déplaçaient différemment, plus lentement et plus disposés à être présents. Il lui raconta que Meridian avait obtenu un nouveau contrat, la rénovation d'une école à Bronzeville. Il lui dit qu'une organisation de développement communautaire à but non lucratif lui avait proposé de rejoindre son conseil d'administration. Il lui dit que sa mère avait pleuré lorsque l'affaire avait été abandonnée, et c'était la première fois qu'il parlait de sa mère, ce qu'elle interpréta comme une forme de confiance. Elle lui dit qu'elle avait accepté une offre d'emploi du cabinet spécialisé dans les litiges locatifs. Permanente.
Elle lui dit que le salaire représentait un tiers de ce qu'elle gagnait auparavant, et il demanda « Cela vous convient ?» et elle répondit « Je crois que, pour la première fois, j'exerce vraiment le droit. » Il tendit la main par-dessus la table et posa la sienne sur celle de Margaret, la laissant là. La chose difficile lorsqu'on est honnête avec soi-même, avait-elle appris, c'est qu'il faut s'arrêter assez longtemps pour entendre ce que l'on pense réellement. Elle avait passé 11 années en mouvement. Elle regarda sa main sur la sienne, la rue, la lumière reflétée par les immeubles de verre, et pensa, c'est vers cela que j'avançais sans le savoir. Ils se marièrent en janvier suivant, lors d'une petite cérémonie dans un restaurant de Pilsen que sa mère avait aidé à choisir. La mère de Margaret vint d'Evanston dans sa belle robe bleue et pleura 2 fois, une fois pendant les vœux et une autre lorsque Daniel porta un toast au document de la page 11 d'un dossier et à l'avocate qu'il avait réellement lu. Margaret ouvrit son propre cabinet au printemps suivant leur mariage. Elle acceptait des affaires que d'autres cabinets jugeaient gênantes, et elle y excellait, mieux qu'avant, parce qu'elle n'avait plus peur de la conclusion. L'entreprise de Daniel termina l'école de Bronzeville dans les délais et sous le budget prévu, et lors de l'inauguration une conseillère municipale lui serra la main et lui dit qu'elle avait entendu parler de lui, et il répondit doucement qu'il espérait que c'était une nouvelle récente. Le soir suivant l'inauguration, ils étaient assis sur les marches de leur maison à Ukrainian Village. Elle s'appuya contre lui et il passa son bras autour d'elle pendant que la ville continuait de faire ce que font les villes, indifférentes et lumineuses, et elle pensa à une salle de conférence en janvier, à une tasse de café qu'elle avait failli ne pas boire et aux 40 minutes qui étaient devenues le reste de sa vie. Avez-vous apprécié l'histoire d'aujourd'hui? Restez encore un instant. Dites-nous en commentaire, depuis quelle ville regardez-vous? Ce message vous a-t-il touché? Et si vous avez des idées pour de prochaines histoires, partagez-les, votre suggestion pourrait devenir notre prochaine vidéo. Laissez un like si ce message vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si vous pensez que quelqu'un pourrait apprécier ce message, partagez-le. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, consultez les liens dans la description. Certains sont affiliés, ce qui nous aide sans coût supplémentaire. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt pour une prochaine vidéo.